Je me suis figé, muet, tandis qu'il descendait le cercueil de mon grand-père dans la terre. Les gouttes de pluie s'étaient arrêtées juste à temps pour les funérailles, mais l'air restait lourd d'humidité, en écho au poids dans ma poitrine. Je m'appelle Maya Carter et aujourd'hui j'ai accompagné dans la terre la dernière personne qui portait en elle un amour sincère pour moi. Mon regard balaya le cimetière et se posa sur ma mère, Patricia, qui tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir. À ses côtés se tenait son époux depuis 8 ans, Robert, accompagné de ses 2 enfants étudiants, Amber et Tyler. Vêtus de noir de la tête aux pieds, ils affichaient une sobriété de circonstance, mais je percevais au-delà des apparences. Aucun d'entre eux n'avait rendu visite une seule fois à grand-père James pendant ces 3 mois d'hospitalisation. J'avais été celle qui était assise à son chevet, tenant sa main alors que le cancer l'emportait lentement loin de moi. « Maya !» s'écria ma mère une fois la cérémonie terminée. « Merci pour avoir tout orchestré. » James aurait été reconnaissant. Avant même que je puisse répliquer, un homme vêtu d'un costume de charbon s'approcha de nous. « Mademoiselle, Carter, je suis Howard Benson, l'avocat de votre grand-père. Il est impératif que nous ayons une discussion concernant la lecture de son testament. L'évocation du testament a immédiatement captivé l'attention de ma mère. Elle demanda avec un intérêt à peine dissimulé quand cela aurait lieu. Avec un intérêt à... Howard me demanda avec un sourire malicieux si cela m'arrangeait. « C'est bon », j'ai répondu. Après 20 minutes, nous nous retrouvâmes tous dans le vaste salon de mon grand-père. « Entamons les hostilités », lança Howard en percevant la tension ambiante. Il s'installa à la table à manger et sortit plusieurs documents de sa serviette. « Je vais entamer la lecture solennelle du testament de feu James Edward Carter », déclara-t-il. Alors que Howard parcourait le préambule juridique, j'observais attentivement le visage de ma mère. Elle se penchait légèrement en avant, ses yeux rivés sur les papiers dans les mains de Howard. Amber, ma demi-sœur, promenait son regard dans la pièce, dressant mentalement la liste des objets, comme si elle était déjà en train de décider ce qu'elle voulait. À ma chère petite fille adorée, Maya Elizabeth Carter, je lègue l'intégralité de mon patrimoine, poursuivit Howard, comprenant ma résidence principale au 1358 avenue des Cèdres, ma maison de vacances au lac Clearwater, ainsi que tous les actifs financiers totalisant environ 800 000 $. Un silence pesant envahit la pièce, mais pour ma part, je m'y attendais. Grand-père avait toujours été catégorique. Tout serait à moi. Les expressions sur les visages des autres valaient de l'or. La mâchoire d'Amber tomba littéralement, figeant le sourire de ma mère sur son visage. En outre, Howard a poursuivi en précisant qu'il lègue à Patricia Carter son ensemble de cuisine en argent qu'elle a toujours admiré. Ma mère s'est redressée. « Sérieusement, le service en argent, c'est tout? » Howard acquiesça d'un hochement de tête. « C'est exact. »« Vieille imbécile !» marmonna-t-elle entre ses dents. Une vague de colère m'a submergée. « Cette collection vaut plusieurs milliers de dollars, » ai-je déclaré froidement, « et il ne te devait rien. » Howard termina rapidement la lecture et m'expliqua ensuite la marche à suivre pour transférer les propriétés et les actifs. Pendant toute son explication, Amber me lançait des regards noirs, tandis que Tyler fixait son téléphone, essayant de paraître ennuyé mais clairement déçu. Après le départ de Howard, ma mère se tourna vers moi. « Maya, il serait judicieux de penser à partager un peu de cet héritage avec nous. Il aurait souhaité que sa famille soit bien prise en charge. Cela fait maintenant 12 ans que mon père est décédé, » répondis-je d'un ton calme. Grand-père James était ma famille, la seule vraie famille que j'ai eue depuis la mort de papa. Amber s'exclama soudain. « C'est pas juste! Tout ce que tu reçois, ce n'est pas à la hauteur de ce que tu mérites. Qu'est-ce qui te rend si unique? Tu n'es ni brillante, ni belle, ni talentueuse. Tu n'as jamais rien accompli. » Je fixai ma mère, espérant qu'elle prenne ma défense. Elle n'a rien dit, mais son silence m'a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir. « Eh bien, Amber, lui dis-je avec calme,
Étant donné ta grande intelligence, ta beauté et ton talent, je suis convaincue que tu n'auras aucun mal à te forger ta propre fortune. Il était grand temps pour vous tous de quitter ma demeure. Ils sont sortis en traînant les pieds, marmonnant et me lançant des regards noirs. Dès qu'ils furent partis, j'ai verrouillé la porte et me suis appuyée et contre, laissant enfin les larmes couler. Après quelques instants, j'essuyais mes yeux et me dirigeais vers le bureau de grand-père. Il me fallait trier ces papiers et commencer à décrypter ma nouvelle réalité. Alors que je m'installais à son bureau, un flot de souvenirs m'envahit. La disparition de mon père à mes 13 ans a bouleversé ma vie du tout au tout. Un an plus tard, maman fit la rencontre de Robert et soudainement, elle se concentra sur la construction de sa nouvelle famille. Lorsqu'ils se sont mariés et que Robert a emménagé avec ses enfants, je suis devenue une pensée accessoire dans ma propre maison. Dès le départ, Amber et Tyler étaient des enfants gâtés. Amber, ma cadette de 2 ans, avait l'habitude de subtiliser mes affaires avant de nier en bloc. Elle saccagerait mes devoirs et accuserait leur chien. En l'absence d'adultes, Tyler se permettait des commentaires grossiers, et la maman, trop occupée à essayer d'être la femme et la belle-mère parfaite, ne remarquait pas ce qui arrivait à sa propre fille. Grand-père James est devenu mon havre de paix. Dès que j'en avais l'occasion, j'élisais domicile chez lui. Les week-ends, pendant les vacances scolaires, parfois même en semaine si les devoirs s'accumulaient, mon absence semblait passer inaperçue à la maison, comme si personne ne s'en souciait ou ne la remarquait. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de lycée, grand-père a financé mes études universitaires dans un autre État. Les 4 années passées loin furent sur les plus joyeuses de mon existence. Après mes études universitaires, je suis retournée dans ma ville natale, mais j'ai loué mon propre petit nid. Je rendais visite à grand-père plusieurs fois par semaine, mais je croisais rarement maman, seulement quelques fois par hasard, au supermarché ou à la station-service. Elle a même oublié mon anniversaire l'année dernière. Maintenant que grand-père avait disparu, je me retrouvais seule au monde. Au moins, j'avais un toit, son toit, et une sécurité financière suffisante pour réfléchir à ce que je voulais faire ensuite. Alors que je triais ces papiers, je me suis engagée intérieurement à honorer sa mémoire en tirant le meilleur parti du cadeau qu'il m'avait fait. Après les funérailles, plusieurs semaines s'écoulèrent. J'ai déménagé de mon appartement loué pour emménager chez mon grand-père. Un samedi matin, alors que je triais quelques-uns des vieux livres de grand-père, la sonnette retentit. N'attendant personne, je me suis approchée de la porte avec prudence, scrutant à travers le judas. Sur le porche, ma mère se tenait aux côtés d'Amber, telle une sentinelle prête à affronter l'inconnu. Ils arboraient tous les deux des sourires éclatants qui semblaient peiner à atteindre leurs yeux. J'ai ouvert la porte à contre-cœur, maman Amber. « Que faites-vous ici? » « Maya, ma chérie, ma mère s'avança vers moi et m'étreignit avant que je puisse réagir. Je suis venue récupérer le service en argent que James m'a laissé. J'ai pensé que c'était une occasion en or pour nous remettre à jour. « D'accord, » dis-je en m'écartant pour les laisser entrer. C'est planqué dans le placard de la cuisine, l'endroit habituel, là où il se trouve depuis toujours. Pendant que maman se dirigeait droit vers la cuisine, Amber traînait dans le salon, ses yeux parcourant chaque coin, comme si elle faisait l'inventaire. « Mon Dieu, cet endroit est tellement déprimant », lâcha-t-elle en faisant glisser un doigt le long de l'étagère de livres. « Cela ressemble à un musée dédié aux anciens. Si c'était chez moi, je le réaménagerais complètement. Nouveau mobilier, nouvelle peinture, peut-être abattre quelques murs pour l'ouvrir davantage. »« Ce n'est pas chez toi, » répliquai-je avec calme, « et j'apprécie justement ainsi. » Amber leva les yeux au ciel. « Comme d'habitude, tu as toujours eu des goûts bizarres. » Je me suis mordu la langue, refusant de lui offrir le plaisir de me voir contrariée. Au lieu de cela, je me suis dirigée vers la cuisine pour vérifier comment se portait maman. Elle prenait soin d'emballer méticuleusement chaque pièce du service en argent dans du papier journal. Une fois qu'elle eut terminé de ranger l'argenterie, nous nous tenions maladroitement dans l'entrée.
Je m'attendais à ce qu'il parte. Mais maman m'a surpris. Maya. Une idée a germé dans mon esprit. Et si nous tentions de reconstruire les fondations de notre relation, maintenant que James n'est plus là, tu te retrouves sans aucun membre proche de ta famille. J'ai failli éclater de rire face à son soudain intérêt pour mon bien-être. Effectivement, fis-je avec un manque d'engagement. Que dirais-tu de venir dîner chez moi samedi prochain? Je vais préparer tous tes plats préférés. Du poulet parmesan, de la purée de pommes de terre à l'ail et ce gâteau au chocolat que tu adorais étant enfant. J'allais refuser quand quelque chose m'en a dissuadé. Peut-être était-ce la curiosité qui me poussait, ou peut-être qu'une petite partie de moi espérait encore retrouver la mère que j'avais perdue il y a des années. Enfin, je demandais à quelle heure. Le sourire de maman s'élargit, l'heure des 6 coups. Robert et Tyler seront également de la partie. Ce sera un dîner familial comme il se doit. Une fois né qu'ils fortent et partent, je me suis installée sur la balançoire du porche, cherchant à démêler l'écheveau de ce qui venait de se produire. Ma mère, qui n'avait pas manifesté le moindre intérêt pour ma vie depuis des années, se mettait soudainement à réclamer des dîners en famille. L'arrivée de cet événement était pour le moins suspecte, survenant juste après que j'eus hérité d'une petite fortune. Cependant, peut-être, juste peut-être, la perte de grand-père l'avait amené à prendre conscience de l'importance de la famille. La semaine s'est écoulée à toute vitesse, et sans m'en rendre compte, voilà que le samedi pointait le bout de son nez. Je me suis habillée de façon décontractée en enfilant un jean et un pull, pour éviter de donner l'impression que j'essayais trop. À 6 heures pile, j'arrivais dans l'allée de la maison de mon enfance. La maison semblait rétrécie dans mes souvenirs. Avant d'appuyer sur la sonnette, j'ai hésité un instant, submergé par un flot de souvenirs. Cet endroit était mon univers, le terrain de jeu avec papa, le cocon de sécurité et d'amour, jusqu'à ce que tout bascule. La porte s'ouvrit sous la main de Robert. « Maya », lança-t-il avec un signe de tête, sa salutation habituelle. Les étreintes et même les poignées de main ne faisaient jamais partie de son répertoire. À l'intérieur, maman s'activait dans la salle à manger, dressant la table avec le service en argent qu'elle venait tout juste d'acquérir de la maison de grand-père. Tyler était affalé sur le canapé, absorbé par son jeu vidéo, à peine conscient de ma présence. « Maya, ta mère a appelé, tu arrives pile à l'heure, le dîner est presque prêt. Puis-je vous être utile en quoi que ce soit? » J'ai tendu l'offrande. « Pas besoin de t'en faire, tout est sous contrôle. Fais comme chez toi. Installe-toi. » L'ironie ne m'a pas échappé. C'était chez moi autrefois, mais à présent je me sens comme un étranger ici. J'ai opté pour une petite balade pendant que maman s'affairait en cuisine. Le salon était à peu près identique, mais les photos de famille mettaient désormais davantage en avant les enfants de Robert que moi. Je grimpais les escaliers jusqu'au 2e étage, laissant ma main glisser le long de la rampe où papa avait autrefois marqué ma taille avec des traits de crayon. À la recherche de quelque chose, la voix d'Amber surgit derrière moi. En me promenant tranquillement dans les méandres du passé, j'ai répondu. Elle me talonnait dans l'escalier. Elle annonça en riant. « J'ai transformé ta vieille chambre en dressing. De toute façon, tu n'en as plus besoin, n'est-ce pas? » Sans dire un mot, je me suis contentée de marcher jusqu'à ce que j'atteigne ma vieille chambre. La porte était grande ouverte et à ma grande surprise, elle avait subi une métamorphose. Les murs bleu pâle de ma chambre s'étaient métamorphosés en une teinte rose inattendue. L'endroit où se trouvait autrefois mon lit était désormais occupé par des portants remplis de tenues de créateurs. Mon bureau avait été remplacé par une coiffeuse recouverte de maquillage. Je redescendis, déterminée à proposer mon aide en cuisine malgré le refus de maman. En m'approchant, j'ai perçu le tintement des verres et j'ai jeté un œil furtif autour du coin. De dos, maman se tenait devant le comptoir, affairée à verser quelque chose d'une petite bouteille dans une tasse. Aussitôt, elle glissa discrètement la bouteille dans sa poche, en entendant le plancher grincer sous mes pas.
Maya, s'exclama-t-elle en se retournant, je préparais simplement ton thé. Tu apprécies toujours avec du miel, n'est-ce pas? Bon sang, me suis-je exclamé, mon esprit en ébullition. Qu'avait-elle mis dans cette tasse? Je me suis replié dans la salle à manger où tout le monde se rassemblait. Peu de temps après, c'est maman qui fit son apparition, portant un plateau chargé de boissons. Elle me tendit la tasse avec laquelle je l'avais vue trafiquer. « Le thé que tu préfères » murmura-t-elle avec un sourire qui se perdit avant d'atteindre ses yeux. Je lui ai offert un sourire forcé en retour. « Merci, maman. » Alors que tout le monde s'installait et commençait à se passer les plats, je remarquai qu'Amber avait une tasse identique à la mienne. Pendant que maman était occupée à servir Robert, j'ai discrètement échangé nos tasses. Je m'exclamai devant tant de délices, prenant une petite gorgée dans ma toute nouvelle tasse. J'observais maman me regarder, ses yeux se posant furtivement sur la tasse toutes les quelques secondes. « Alors, Maya, » lança Robert, brisant le silence. « Quels sont vos projets pour cette immense demeure? Cela ressemble à beaucoup d'espace pour une seule personne. » « Je ne suis pas encore sûre, ai-je répondu. Pour l'instant, je m'habitue simplement à vivre là-bas. » La discussion se poursuivait, mais je n'étais que mi-attentif. Je me suis laissé absorber par l'observation de l'anxiété grandissante de maman. J'ai pris la décision de prolonger mon séjour au-delà de ce qui était prévu. Il me fallait comprendre ce qui se passait, ce que maman avait tenté de me faire. Le dîner s'éternisait dans une ambiance pesante. Ma mère m'a fait comprendre que je devrais partir, mais j'ai fait semblant de ne pas saisir ses paroles. 1 heure après avoir terminé de manger, Amber s'interrompit soudain en plein milieu de sa phrase, alors qu'elle racontait une anecdote sur son professeur d'université. Son visage perdit soudainement ses couleurs et elle vacilla sur sa chaise. Elle marmonna, la main appuyée sur son front. « Je ne me sens pas très bien. » Amber, Robert se leva brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Sans avoir le temps de répondre, Amber s'affaissa soudainement en avant, sa tête heurtant la table avec un bruit sourd. Elle venait de s'évanouir. Une vague de panique les fit tous bondir de leur siège. Robert se précipita auprès de sa fille tandis que Tyler restait figé, les yeux écarquillés, fixant sa sœur. « Quoi de neuf, Amber? » La mère poussa un cri strident en secouant l'épaule d'Amber pour la réveiller. Après avoir vérifié le pouls de Patricia, Robert s'exclama « Patricia, appelle une ambulance! » La mère cherchait fébrilement son téléphone, les mains tremblantes. Alors qu'elle composait le numéro, j'ai dégagé ma gorge. « Je crois qu'il est de mon devoir de souligner un point, » ai-je déclaré d'un ton serein. Par mégarde, j'ai échangé nos tasses avec Amber plus tôt. J'ai remarqué qu'ils étaient identiques, et je n'ai pas fait attention à celui qui était lequel. Peut-être qu'elle a ingéré une potion qui n'était pas en accord avec elle. Le regard de maman a glissé vers la tasse vide devant Amber, puis est revenu vers moi. Non, ce n'est pas ça. Robert compose le 911 immédiatement, demande l'heure de se dépêcher. Sa réaction paniquée a validé mes soupçons. Je l'ai observé faire les 100 pas, marmonnant dans sa barbe. Au bout du fil, Robert décrivait les symptômes d'Amber au répartiteur. « Maman, chuchotai-je, qu'as-tu mis dans mon thé? » Elle s'est retournée vers moi, le néant, ne sois pas ridicule. Alors, pourquoi es-tu si effrayée? Que se passe-t-il avec Amber? Silence, hurla-t-elle, perdant tout contrôle. C'est de ta faute, tu as échangé les verres. Je me suis éloignée et j'ai sorti mon téléphone, composant le numéro de la police. Bonjour, j'ai expressément déclaré vouloir signaler une tentative d'empoisonnement. Je pense que ma mère a essayé de me droguer, mais c'est ma demi-sœur qui a finalement bu le verre. En un clin d'œil, les ambulanciers se sont précipités dans la maison. Pendant qu'ils travaillaient sur Amber, j'ai discrètement exposé ce que j'avais observé, maman ajoutant quelque chose à mon thé, et ma suspicion qu'elle avait tenté de me droguer. Les secouristes ont stabilisé Amber et l'ont chargée sur un brancard.
Robert a été informé par l'un d'eux que sa tension artérielle était dangereusement basse. Il est impératif de l'emmener à l'hôpital sans plus tarder. Alors qu'ils emmenaient Amber sur un brancard, des voitures de police se sont arrêtées devant la maison. 2 agents firent leur entrée et je répétais mon récit. La femme officier, aux yeux bienveillants et à la voix assurée, interrogea la mère sur le contenu de la boisson. Ma mère s'est effondrée en larmes. C'était clonidine. Je l'ai emprunté à madame. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire le ménage chez Winters. Elle s'en sert pour réguler sa tension artérielle élevée. Je savais que cela ferait chuter la pression de Maya, la rendrait étourdie et désorientée au volant. Elle aurait pu avoir un accident avec sa voiture, et ensuite elle aurait eu besoin de nous pour l'aider à se remettre sur pied. Elle devrait bien partager un peu de cet argent avec nous. Un silence pesant s'abattit dans la pièce, et même Robert la fixait, bouche bée. L'officier déclara à Patricia Carter, « Je vous arrête pour tentative de meurtre. »« Meurtre » s'écria maman. « Non, je ne voulais pas la tuer. » « Fais-lui juste un peu de peine. » Alors qu'elle passait les menottes à la mère, l'officier expliqua que le fait de droguer quelqu'un à son insu, surtout avec un médicament pouvant provoquer un accident de voiture, démontrait une intention de causer des dommages graves ou la mort. Alors qu'ils emmenaient maman vers la voiture de police, elle se retourna pour me regarder une dernière fois. « Maya, je t'en prie, dis-leur que je ne le pensais pas. Je suis ta mère. » Sans dire un mot, j'observais silencieusement tandis qu'il la faisait monter à l'arrière de la voiture de patrouille. Robert s'approcha de moi, le visage cendré. Dans un murmure, il avoua « Je te le jure, Maya, je n'avais aucune idée de cela. » J'avais foi en lui. Robert était loin d'être parfait, mais il n'était ni violent ni vindicatif, juste égoïste et indifférent. Je lui ai dit qu'il devrait se rendre à l'hôpital, Amber a besoin de lui. Il hocha la tête tout en attrapant ses clés et le bras de Tyler lui demandant « Tu vas tenir le coup? » « Ne vous inquiétez pas, ai-je déclaré, je dois simplement donner ma version des faits à la police, puis je rentrerai chez moi. » Une fois seule, je me suis installée avec l'officier restant et je lui ai tout raconté. L'héritage, l'intérêt soudain de maman pour renouer contact, ce que j'avais vu dans la cuisine et les tasses échangées. Il prit des notes méticuleuses, posant des questions pour éclaircir le comportement et les déclarations de maman. Il a mentionné que nous aurions besoin de votre présence à la gare demain pour fournir une déclaration officielle. Il est fort probable que l'on vous demande de témoigner si cette affaire se retrouve devant les tribunaux. J'ai acquiescé. Soudainement épuisé, je saisis. Plus tard, alors que je conduisais de retour vers la maison de grand-père, désormais ma maison, la réalité m'a submergée. Ma propre mère avait tenté de me nuire, voire de me tuer, pour de l'argent. Celle qui avait autrefois soigné mes genoux écorchés et lu des histoires avant le coucher était devenue une personne capable de mesurer le mal qu'elle pouvait infliger à son propre enfant. J'ai garé la voiture dans l'allée, mais je n'arrivais pas encore à me résoudre à rentrer à l'intérieur. Au lieu de cela, j'étais assis dans la voiture, les larmes coulant sur mon visage, des larmes de colère et de trahison, non de tristesse. Comment en sommes-nous arrivés là, dans ce chaos inattendu? Depuis quand maman avait-elle tant changé? Finalement, j'ai séché mes larmes et je suis rentrée à l'intérieur. La maison était silencieuse et immobile, emplie des affaires de grand-père, imprégnée des souvenirs de l'homme qui m'avait aimé inconditionnellement. Je laissais glisser ma main le long de la rampe, appréciant la douceur du bois sous mes doigts. Dans la maison vide, j'ai murmuré « Tu me manques, papy. Que faire à présent? » Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de commissariats, de cabinets d'avocats et de visites au tribunal. La mère se retrouva accusée de tentative de meurtre. Les preuves contre elle étaient accablantes. Sa confession sur les lieux, la présence de clonidine dans sa poche et la confirmation de l'hôpital selon laquelle Amber avait bel et bien été droguée avec ce médicament. J'ai assisté à l'audience préliminaire, observant ma mère dans sa combinaison orange, son visage pâle et tiré.
Elle s'efforçait d'attirer mon regard, mais je refusais obstinément de croiser le sien. Robert et Tyler étaient également présents, assis de l'autre côté de la salle d'audience. Amber se remettait toujours doucement chez elle. L'avocat commis d'office de maman a tenté de soutenir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me tuer, juste de provoquer un petit accident, mais le procureur a répliqué en affirmant que donner à quelqu'un un médicament pour la tension artérielle, pouvant entraîner une perte de conscience en conduisant, démontrait un mépris imprudent pour la vie humaine. Finalement, maman a accepté une transaction judiciaire, 5 ans pour tentative de meurtre au 2e degré, avec la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle après 3 ans. Alors qu'il l'emmenait, elle croisa enfin mon regard et murmura un « Je suis désolée ». Je me détournai. À la sortie du tribunal, Robert s'approcha de moi maladroitement. Il a dit qu'Amber se porte mieux et qu'elle aimerait te parler. Elle fut prise d'effroi en découvrant ce que sa mère avait tenté de faire. Nous étions tous présents. Aucun d'entre nous n'aurait adhéré à une idée pareille. J'ai donné mon accord pour rendre visite à Amber le lendemain. À mon arrivée chez eux, une étrange sensation m'envahit en réalisant que maman n'était pas là. Amber était installée dans le salon, pâle mais attentive. Hey, she greeted me as I entered, expressing gratitude for my presence. En face d'elle, je me suis installée. Comment te sens-tu? Les médecins rassurent en affirmant qu'il n'y aura pas de séquelles permanentes. Elle tripotait le bas de son T-shirt. Regarde, Maya, je dois te présenter mes excuses. Ce n'est pas seulement de la faute de ma mère, c'est aussi de la mienne, pour la façon dont je vous ai traité toutes ces années. Mes sourcils se sont levés, surpris par cette tournure des événements. Elle poursuivit en disant qu'elle était jalouse. Tu avais cette relation parfaite avec ton père, puis avec ton grand-père. Même après le décès de ton père, il y avait quelqu'un qui te plaçait en priorité. Jamais personne ne m'a mis en premier, pas même ma mère. Sa voix s'est brisée, et c'est sur toi que j'ai déversé ma colère. Ce n'était pas parfait, murmurai-je, juste authentique. Nous avons échangé pendant près d'1 heure. Il ne s'agit pas de maman ni de l'héritage, mais de nos enfances, de nos malentendus, de la famille que nous aurions pu être dans d'autres circonstances. Ce n'était pas vraiment une réconciliation, mais plutôt un début. Lorsque je suis partie, nous avons convenu de nous retrouver pour prendre un café un de ces jours. Je ne savais pas si cela se produirait réellement, mais désormais, l'éventualité était là, offrant plus que ce que j'avais jamais eu auparavant. 3 mois après la condamnation de maman, j'ai reçu une lettre de l'établissement correctionnel pour femmes où elle était détenue. J'ai fixé l'enveloppe pendant une éternité avant de l'ouvrir. « Chère Maya », avait-elle écrit de sa plume familière et courbée, « je suis conscient que je ne mérite pas ton pardon. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je me suis perdue en chemin. Après la mort de ton père, j'étais désespérée de construire une nouvelle vie, loin de la douleur de me souvenir de lui. En cherchant à fuir cette douleur, j'ai provoqué bien plus encore. J'ai repoussé ta présence alors que j'aurais dû t'enlacer davantage. Tu étais tout ce qu'il me restait de lui, et je ne pouvais supporter de voir ses yeux me regarder à travers les tiens. Je ne te demande pas de venir me rendre visite, ni même de me répondre. Je tiens simplement à te faire savoir que je regrette profondément mes actes, jusqu'au plus profond de mon être. Ce n'est pas seulement l'acte terrible que j'ai tenté de commettre à ton encontre, mais l'ensemble, les années de négligence, en choisissant Robert et ses enfants plutôt que toi, oubliant ce que signifie être une mère. Je te prie de bien vouloir excuser mon comportement, Maya. Je souhaite ardemment que tu trouves un jour le bonheur et la sérénité, même si je ne fais plus partie de ton existence. Affection éternelle de la part de ta maman. Je repliai la lettre avec soin avant de la glisser dans son enveloppe, puis je la déposai dans un tiroir du bureau de grand-père. Je n'ai pas versé une larme. Je n'ai pas ressenti le besoin de répliquer. Peut-être un jour je le ferai, mais ce n'est pas encore le moment.
Ma mère devait prendre le temps de réfléchir à ses choix, tandis que j'avais besoin de construire ma vie sans l'ombre de sa trahison planant au-dessus de moi. C'est ainsi que les choses se sont déroulées. Une année s'est écoulée, puis une autre. J'ai préservé la maison de grand-père tout en y apportant des touches de décoration, mêlant ces antiquités à mon propre style. Une partie de l'héritage a été investie dans la réalisation d'un rêve longtemps caressé, reprendre les études pour obtenir un master en éducation. J'ai tissé de nouvelles amitiés, exploré le monde, des rendez-vous amoureux de temps en temps et patiemment construit une existence qui m'appartenait enfin. Amber et moi nous sommes retrouvés autour d'un café, puis d'un dîner, pour finalement devenir une sorte d'amis. Pas proches, mais civils, et parfois même sincèrement chaleureux l'un envers l'autre. Tyler s'est envolé vers d'autres cieux pour poursuivre ses études supérieures. Robert a vendu leur maison et a déménagé dans un condo en plein centre-ville. Nous nous sommes contentés d'échanger des cartes de Noël sans aller plus loin. De temps en temps, maman poursuivait son écriture. J'ai dévoré ses lettres avec avidité, mais je n'ai jamais pris la plume pour lui répondre. Elle consigna dans son journal intime les séances de thérapie, les histoires des autres femmes en prison, ses remords et ses aspirations. Dans sa dernière missive, elle a évoqué le fait qu'elle pourrait bientôt être éligible à une libération conditionnelle. Elle n'a pas pris la peine de me demander si j'approuverais sa libération ou si elle pouvait venir séjourner chez moi par la suite. Elle semblait avoir conscience que certaines passerelles ne peuvent être reconstruites. Hier, en faisant du tri dans de vieux cartons au grenier, j'ai découvert un album photo que je n'avais jamais vu auparavant. Le livre regorgeait d'images de papa et moi à la plage, ouvrant des cadeaux de Noël, faisant du vélo dans le parc. Sur chaque cliché, nos rires éclataient. Sur la dernière page se trouvait une note rédigée de la main de grand-père pour Maya. « N'oublie jamais combien de bonheur tu as apporté à la vie de ton père. Il continue d'exister à travers toi. » J'étais assis au milieu des boîtes poussiéreuses, serrant cet album contre ma poitrine, laissant enfin mes larmes couler pour tout ce que j'avais perdu et retrouvé. Papa avait disparu et grand-père aussi avait pris la poudre d'escampette. Ma mère était toujours en vie, mais elle m'était perdue d'une manière différente. J'avais hérité d'une maison et d'argent, mais surtout, j'avais hérité de la capacité d'aimer profondément et de la force de survivre aux pertes. En ce jour où je couche ces mots, je me trouve assis sur la balançoire du porche de la maison de mon grand-père, devenue désormais la mienne, observant le coucher du soleil qui peint le ciel de teintes orangées et roses. Les feuilles du vieux chêne planté par papa l'année de ma naissance frémissent doucement sous la caresse d'une brise légère. À présent, il dépasse la maison en hauteur, ses racines profondes et solides. Le futur est un mystère pour moi. Je me demande si un jour je pourrai pardonner à maman, ou si elle pourra réellement saisir toute l'ampleur de sa trahison. Cependant, je suis conscient que je vais bien plus que simplement bien. Je suis en harmonie avec mon être et mes origines. Mon père et mon grand-père m'ont offert le plus beau des cadeaux, la certitude d'être aimé inconditionnellement. L'amour me soutient toujours, une force tranquille que personne ne peut m'enlever. Même la mère qui a tenté de me tuer pour un héritage que j'aurais partagé si seulement elle avait demandé.